Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fantôme à prendre de William Irish dans une adaptation radiophonique de Serge Douai, avec André Rébaz dans le rôle de Scott Anderson et Bernadette Lange, Jean Belot, Nicole Verville, Gaëtan Jor, Philippe Mareuil, Yves Duchâteau, Philippe Dumas, Georges Carmier, Henri Labussière, Marie-Jeanne Gardien et Laurence Weber. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Excusez-moi, ces gants vous appartiennent? Oh, merci. Je les aurais oubliés. Ah. Vous prenez quelque chose? Non, merci. J'allais partir. Est-ce que vous avez des projets pour la soirée? Oui et non. Pourquoi? J'ai 2 fauteuils d'orchestre pour le casino. Nous pourrions y aller ensemble? Vous, au moins, vous ne perdez pas de temps. Si vous n'êtes pas libre, dites-le. Je tâcherai de trouver quelqu'un d'autre. Vous tenez absolument à utiliser ces billets. Je suis décidé à ne pas passer seul la soirée. Ah, après tout, pourquoi pas? Mais ne vous méprenez pas. Nous sommes juste 2 personnes qui vont au spectacle ensemble. Pas de nom, pas d'adresse et adieu une fois la représentation terminée. D'accord? Je vous l'aurais proposé. C'est mon chapeau que vous examinez. Et tout le monde le regarde. J'avoue qu'il est assez original. Unique en son genre. Vous avez l'heure. La pendule est devant vous. 8h10. Alors il est temps de nous mettre en route. Garçon. Voilà, monsieur. Garçon, combien? Les 2 verres? Non, moi j'ai réglé. Bon, alors, un scotch 80. Oui. Gardez. Merci, monsieur. J'espère que nous allons trouver un taxi. Oh, une chance. En voici un. Hep, taxi! Au casino. Vous avez vu la tête du chauffeur? Sans doute un ancien boxeur. Regardez, son nom est affiché. Bob Walter. C'est ma cravate qui ne vous plaît pas? Bon, la couleur ne s'accorde pas avec le costume. Oh, vous savez, j'ai pris celle-là machinalement. Depuis que je me suis levée, la menteuse ne me quitte pas les yeux. Oui, qu'a-t-elle? Elle semble furieuse. Vous ne comprenez pas? Non. Mais mon chapeau, elle porte le même que le mien. Une femme ne veut jamais que notre femme porte le même chapeau qu'elle. D'autant plus qu'il fait partie de son numéro. Mais je croyais que le vôtre était un modèle unique. Le sien aura été copié. Oh, regardez-la. Si la rampe n'était pas entre nous, elle m'écharperait. Oh, cessez donc d'écorner votre programme. Excusez-moi, c'est une habitude. Vous avez aimé le spectacle? Oui, excellent. Mais un peu vulgaire, cette Mendoza. Quand je pense à l'effet que mon chapeau a produit sur elle, je n'aurais pas été étonné de la rencontrer à la sortie pour m'arracher les yeux. Aveugle sans pension, la charité, messieurs, dames, s'il vous plaît. Tenez. Oh, ma cigarette vous a brûlé. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Oh, ce n'est rien. La charité, messieurs, dames. Pensez à un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Ah, voici justement un taxi. Je vous raccompagne? Déposez-moi près du bar où nous nous sommes rencontrés. La charité, messieurs, dames. Vous m'excuserez, je rentre chez moi. Et maintenant, vous êtes calmé.
allez vous réconcilier avec elle. Comment? Vous savez? Oh, j'ai compris dès le début. Vous n'êtes pas le genre d'homme à la recherche d'une bonne fortune. Et grâce à cette scène de ménage, j'ai passé une excellente soirée. Tout le plaisir a été pour moi. Adieu. Et bonne chance. Adieu. Marcella! Oh, je sais que tu es éveillée. De la rue, j'ai vu que la fenêtre était éclairée. Marcella! Mais tu m'entends, Marcella? Scott Anderson. Oui. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entré? À nous de poser les questions. Vous êtes le mari de Marcella Anderson? Oui, mais vous allez me dire ce que vous faites ici? Police. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons été cambriolés? Répondez-moi. Où est Marcella? Restez là. Bah quoi, vous m'empêchez d'entrer dans la chambre de ma femme? Laissez-le entrer. Allez, monsieur Anderson. Oh, Vous avez compris, Anderson? mais comment est-ce arrivé? Venez par ici. Nous avons à parler. Asseyez-vous, monsieur Anderson. Ça risque d'être assez long. Votre âge? 32 ans. Le sien? 29. Depuis combien de temps étiez-vous marié? 5 ans. Votre profession? Agent de change. Ce soir, vers quelle heure êtes-vous sorti? Entre 7h30 et 8h. Soyez plus précis. J'ai entendu sonner 8h en arrivant au coin de l'avenue. J'ai dû quitter l'appartement vers 8h moins le quart. Vous en êtes sûr? Vous êtes sorti seul? Oui. Avez-vous l'habitude de sortir sans votre femme? Non. Comment se fait-il que ce soir... Marcella s'est plainte d'avoir mal à la tête. Vous vous êtes disputé, n'est-ce pas? Oui, enfin, un accrochage, vous savez ce que c'est. Enfin, rien qui ait pu la pousser à... Au fait, comment c'est-elle? Ne soyez pas si nerveux, monsieur Anderson. Il y a de quoi l'être. Vous êtes bien habillé. Les chaussettes, la chemise, la pochette, tout est assorti. Tout, sauf la cravate. Croyez-vous que ce soit le moment de discuter de ça? Vous n'avez donc pas de cravate bleue? Oui, si, j'en ai une, mais où voulez-vous en venir? Êtes-vous sûr de ne pas avoir sorti cette cravate bleue? Mais oui, sûr, elle est accrochée dans l'armoire. Non, elle n'y est pas. C'est pourquoi je vous pose la question. Mais quelle importance à la fin ça peut-il avoir? Une grande importance, monsieur Anderson. Votre cravate bleue, nous l'avons retrouvée autour du cou de votre femme. Si bien nouée qu'il nous a fallu la couper avec un couteau pour pouvoir la retirer. Marcella? Oh, non, c'est pas vrai. Mais je voulais pas ça. Mais je vous en prie, voilà 6 heures que vous m'interrogez. Vous feriez mieux de nous dire son nom, Anderson. Mais le nom de qui? Ne recommençons pas. Qui est-ce? Mais je vous répète qu'il n'y a pas d'autre femme dans ma vie. Vraiment? Faites-la entrer. Vous avez tort, Anderson, de nous prendre pour des imbéciles. Scott! Vous la reconnaissez? Nous vous laissons. Scott! Faites attention. Ils doivent écouter. Je n'ai rien à craindre. Comment vous ont-ils découverte? Voilà 6 heures que je me bats pour que vous restiez en dehors de ça. Je ne vous abandonnerai pas. Carole, si vous saviez... Je sais. C'est vrai. J'aurais été incapable de la tuer. Je ne crois d'ailleurs pas que je pourrais tuer quelqu'un. Comme si je ne le savais pas. Que pense-t-il? Rien pour l'instant. Mais comment ont-ils pu vous trouver? En rentrant hier soir, votre message m'attendait. Je vous ai appelé, ils étaient déjà là. Ils m'ont envoyé chercher. Maintenant que je suis dans le bain, mieux vaut tout leur dire. Il n'y a rien entre nous dont nous puissions avoir honte. Un inspecteur va vous reconduire, Miss Richmond. Je vous demande de laisser Miss Richmond en dehors de cette affaire. Cela dépend de vous.
Nous l'avons amené ici parce que vous vous obstiniez. Rentrez chez vous, Carole. Et puis ne vous tracassez pas. Tout va s'arranger. Comptez sur moi, Scott. Veillez à ce qu'aucun journaliste n'approche cette demoiselle. Merci. Alors, êtes-vous décidé à me dire la vérité? Oui. Vous avez donc eu des mots avec votre femme. À quel sujet? Au sujet du divorce. Vous voyez. Vous lui avez parlé de Miss Richmond? Oh, elle était au courant. Comme elle refusait le divorce, j'ai décidé une nouvelle tentative. Pour me concilier Marcella, je déclinais une invitation de mon ami Jack Lombard, qui partait pour 5 ans en Amérique du Sud. Et je décidais de passer la soirée avec Marcella. Je louais 2 places de théâtre, mais ma femme ne voulait pas de réconciliation. Elle avait attendu que je sois habillé pour me le dire. « Emmène-la à ma place », répétait-elle. Alors, relevant le défi, je téléphonais à Miss Richmond, mais Carole n'était pas chez elle. Qu'avez-vous fait? Je me suis mis en colère, je le reconnais. Puisque c'est comme ça, j'inviterai la première femme que je rencontrerai. Je suis parti en claquant la porte. C'est tout. Votre emploi du temps de la soirée tient toujours? Oui. Vous m'avez dit avoir rencontré une femme. À quelle heure? Attendez. Ouais. Nous avons regardé la pendule, il était 8h moins 10. Non, 8h10. Je vais être franc avec vous. Madame Anderson est morte à 8h08. Comment le savez-vous? En tombant, sa montre bracelet s'est fracassée sur la coiffeuse. Et le mécanisme s'est arrêté. Or, vous n'avez pas pu vous rendre en 2 minutes à ce bar de la 50e rue. Si cette femme pouvait confirmer l'heure de la rencontre. L'ennui, c'est que vous ne vous souveniez pas de son nom. Mais je vous ai dit que nous avions convenu de ne pas décliner nos noms ni nos adresses. Et son signalement? Je me rappelle juste de son chapeau, un chapeau orange avec une plume. J'ai l'impression que vous nous faites marcher. Ou vous inventez cette femme au chapeau extravagant, ou vous l'avez aperçue quelque part, et vous voulez nous faire gober qu'elle était avec vous. Vous allez venir avec nous. Vous m'arrêtez? Nous allons d'abord essayer de trouver quelqu'un qui vous est aperçu avec cette personne. Commençons par le bar. C'est bien ici? Oui, je reconnais le barman. Pas un mot, compris? Messieurs? Police. Avez-vous déjà vu cet homme? Sa tête m'est pas inconnue. Où étiez-vous assis, Anderson? Là, en face de la pendule. Allez-y. Maintenant? Hier soir, n'est-ce pas? Il a juste bu un verre. À quelle heure est-il arrivé? Entre 8 et 9 heures, je peux pas vous dire exactement. Une femme était avec lui? Une femme? Quelle femme? Il n'a pas parlé à une femme? J'en jurerai pas, mais je crois bien qu'il n'y avait pas de femme au bar. Mais si, avec un chapeau orange. Taisez-vous. Écoutez, c'est simple, on tient les tickets de caisse. Qu'est-ce qu'elle a bu, cette dame? Je ne sais pas, mais... Attendez, il y avait une cerise au fond de son verre. Un Jack Rose, alors? Moi, j'ai bu un scotch. Oui, le voici, seulement je vois pas le Jack Rose. Non, essayez de vous souvenir d'elle. Si je la voyais, je m'en souviendrais peut-être, mais comme ça... Mais comprenez que c'est grave, on m'accuse de meurtre. Venez, Anderson. Il était surtout intéressant pour vous qu'on vous ait vu avec cette femme à 8h10. Je suis quand même curieux de savoir si quelqu'un se souvient de votre fantôme. Nous avons donc retrouvé le chauffeur de taxi. Vous allez rester assis sans rien dire, à côté des 2 inspecteurs, M. Anderson. Faites entrer M. Bob Velter. Oui, chef. Monsieur? Ce sera long. Juste une question, M. Velter. Hier soir, vous avez pris quelqu'un devant un bar, chez Anselmo. Vous connaissez? Oh, Regardez ces 3 hommes. Reconnaissez-vous le client que vous avez chargé? Celui-ci. Seul ou accompagné? Attendez voir. Il devait être seul. Mais non, elle est montée la première, vous l'avez vu? La ferme, Anderson. J'ai pas vu de femme monter ni descendre de ma voiture. Dans le taxi, nous avons laissé la lumière allumée durant tout le trajet. Ça, c'est bien la première fois qu'un type garde le plafonnier lorsqu'il est avec une femme. Alors, Velter? Je dis qu'il y avait personne avec lui quand je l'ai conduit au casino. Vous pouvez aller. Merci. Allez, ça va.
Vous avez entendu? Bon, c'est inimaginable. Pour vous, le mieux serait de reconnaître qu'il n'y avait pas de femme avec vous. Nous avons interrogé les employés du casino, pas un n'a remarqué cette personne. Mais c'est à devenir fou. Elle était près de moi pendant 4 heures. Mais vous voudriez me convaincre qu'elle n'existe pas? Allez, ramenez-moi dans ma cellule, je sentirai au moins des murs autour de moi. Il vous faut du repos, Anderson, et un bon avocat, car vous ne pouvez échapper à une inculpation de meurtre. Le jury est-il prêt à rendre son verdict? Oui, votre honneur. Avez-vous reconnu l'inculpé coupable des charges portées contre lui? Coupable, votre honneur. Accusé, avez-vous quelque chose à déclarer? Que dire? Quand on vous prouve que vous êtes coupable d'un crime, et que vous êtes seul à savoir que vous ne l'avez pas commis. Je vous déclare une dernière fois, à vous tous qui ne voulez pas me croire, je suis innocent! Je suis prêt à entendre votre sentence, votre honneur. Scott Anderson, vous avez été reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Je vous condamne à mourir sur la chaise électrique au cours de la semaine qui commencera le 20 octobre. Que Dieu ait pitié de votre âme. C'est ici, inspecteur. Une visite, Anderson. Vous pouvez nous laisser. Bonjour, Anderson. Vous vous souvenez de moi? Si je me souviens. Vous m'avez eu? Vous êtes content? Moi, vous savez, je livre seulement les coupables à la justice. Après quoi vous venez les voir, pour être sûr qu'ils sont toujours là. Eh ben, rassurez-vous, je suis toujours là. Vous êtes amer, Anderson. Cigarette? Oh, je comprends ce que vous pouvez ressentir. Pas possible. À croire que vous êtes déjà trouvé dans ma situation. Mais j'ai fait mon boulot, Anderson. Je ne crois pas qu'un autre aurait fait autrement. Pour me dire ça que vous vous êtes dérangé? Non. Je suis ici parce que je vous crois innocent. Non. À 2 semaines de mon exécution. Ça ne vous avance à rien, moi non plus, mais c'est ainsi. Ben, vous auriez pu penser ça avant. Ah, ça n'aurait rien changé. Écoutez, Anderson, il n'y a plus une minute à perdre. Il faut vous assurer du concours de quelqu'un qui travaille à fond pour vous. Moi, je ne peux pas, j'ai mon travail. Je vous ai rien demandé. Trouvez quelqu'un qui vous soit dévoué. Je vous promets de tout faire pour l'aider. Il vous faut quelqu'un qui soit prêt à mourir pour vous. Quelqu'un que rien ne découragera. Miss Richmond? Ah, ce n'est qu'une jeune fille. Non. Il vous faut un homme qui sache se débrouiller et qui est aussi pour vous une amitié sans limite. Vous voyez ce que je veux dire? À mesure qu'on vieillit, on perd ses amis. La véritable amitié résiste à tout. J'ai connu un garçon comme ça et nous étions comme 2 frères. Où est-il? Je l'ai vu quelques jours avant mon arrestation. Il partait pour l'Amérique du Sud. Un contrat de 5 ans dans une compagnie pétrolière. Je peux pas lui demander de refaire un voyage de 6000 kilomètres. Autrefois, l'aurait-il fait pour vous? Ah oui, sûrement. Alors il le fera encore. S'il est capable d'abandonner un contrat avantageux pour vous, c'est l'homme que nous cherchons. Son nom? Jack Lombard. Son adresse? Je vais immédiatement lui télégraphier. Oh, Jack! Oh, merci d'être venu, mon vieux. Laissons cela. Burgess m'a raconté toute l'histoire. Si j'ai bien compris, seul le témoignage de la femme qui était avec toi à l'heure du crime peut innocenter. Eh oui, elle était mon unique espoir. Je suppose qu'on a tout fait pour la retrouver. Tout ce qui était possible de faire. Dans ce cas, il faut repartir à zéro. Elle ne t'a laissé aucun souvenir? Aucun, à part son chapeau. Oui, c'est ce que Burgess m'a expliqué. Il nous faut donc trouver quelqu'un qui vous a vu ensemble. Des gens dont ni les flics ni ton avocat ne se sont occupés. Commençons par le bar. Vous étiez seul au comptoir? Oui. Le taxi? Le chauffeur ne se souvient pas d'elle. Ah, ça nous amène au théâtre. L'ouvreuse? Le spectacle était commencé quand nous sommes arrivés. Et la police a interrogé les artistes? Non,
Oh tiens, j'y pense. Quoi? La chanteuse Mendoza portait le même chapeau que mon inconnu. Ah. Ma compagne a même prétendu que la Mendoza était furieuse de voir une spectatrice avec ce même chapeau. Intéressant, je note. Et ensuite, je ne veux rien laisser passer. Même si un aveugle vous a approché, ça peut servir. Tiens. Qu'est-ce que tu as? Justement, un mendiant aveugle nous a accostés comme nous sortions du théâtre. Oui, mais enfin, ça nous conduira nulle part. Mais on ne sait jamais. Oui, je me souviens l'avoir brûlé à la main avec ma cigarette. Oh, alors on doit pouvoir retrouver ce mendiant. Qui est là? Un ami. Je n'ai pas d'amis, vous faites erreur. Non, vous êtes bien Nick Moran? Oui, comme voulez-vous? Vous parlez. Vous êtes de la police? Non, non. Si vous en voulez à mon argent, sachez que je suis un pauvre aveugle. Je vous répète que je veux seulement vous parler. Et je peux m'asseoir? Je peux fumer? Oui. Cigarette? J'aurais dû me douter que vous en vouliez à mon argent. Ne craignez rien. Ce revolver dans ma main m'a servi à une petite expérience. Vous n'êtes pas plus aveugle que moi. Comme voulez-vous? Que vous vous rappeliez simplement une personne que vous avez vue un soir de mai dernier à la sortie du casino. Oh, je vois tellement de gens. Non, 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 vous avez une raison de vous rappeler la femme qui m'intéresse. Elle portait un chapeau orange avec une plume. Et l'homme qui l'accompagnait vous a involontairement brûlé à la main avec sa cigarette. Vous en souvenez? Si je vous disais que je ne m'en souviens pas. Ben, je vous traînerai jusqu'au poste le plus proche pour dénoncer votre imposture. Et si je vous réponds que je m'en souviens? Je vous demanderai alors de répéter ce que vous avez vu à un inspecteur de police. On saura que je ne suis pas aveugle. Je vous promets qu'ils vous laisseront en paix. Alors, oui, je les ai vus. Ah. D'habitude, je garde les yeux fermés derrière mes lunettes, mais la brûlure de la cigarette me les a fait ouvrir. Regardez cette photo. C'est bien cet homme? Oui, il me semble. Et la femme? Si vous la rencontriez, sauriez-vous la reconnaître? Je l'ai revue. Où cela? Ben allons, parlez. Le lendemain, devant un de ces grands hôtels tout illuminés. Elle en est sortie avec un homme et s'est approchée de moi pour me donner un demi-dollar. Oui. Elle m'a regardé, je suis sûr qu'elle m'a reconnu. Comment était-elle? Ça, je peux pas vous le dire quand j'ai fermé les yeux quand elle s'est approchée. Je l'ai seulement vue de dos qui montait dans un taxi. De dos. Vous n'avez pas entendu l'adresse qu'elle donnait au chauffeur? Non. Bougez pas d'ici. Je vais téléphoner à cet ami dont je vous ai parlé. C'est un flic? Mais je vous répète qu'il se fiche des faux mendiants. Et ne cherchez pas à vous enfuir, car on vous retrouverait vite et il vous encuirait. Allô? Inspecteur Burgess? Ici Lombard. Oui, l'aveugle en question a vu la femme. Si, il voit aussi clair que vous et moi. Je crois que vous pourriez en tirer quelque chose. Il habite dans la 123e rue, le long de la voie du chemin de fer. Venez aussi vite que vous le pourrez. Je vous attends près du pont. Où habite votre aveugle? Dans cet immeuble. Figurez-vous qu'il a vu 2 fois la femme en question. Ce fameux soir et le lendemain. Et vous n'avez rien pu en tirer d'autre? Rien. J'aurais peut-être plus de chance que moi. C'est ici. Pas de lumière? Tiens, c'est curieux. Tout à l'heure, il y en avait. Bon, laissez-moi monter le premier, j'ai ma torche. Vous êtes sûr que c'était éclairé? Bah oui, quand je suis... Oh! Regardez. C'est lui? Mais oui. Est-ce qu'il vit encore? Non. Non, il aura manqué une marche, il aura donné de la tête contre le mur. Juste au moment où il allait parler. Mais est-ce que c'est bien un accident? Avez-vous vu quelqu'un entrer dans la maison? Personne. Il serait tombé au moment d'un passage d'un train. C'est pourquoi les autres locataires n'ont rien entendu. Et la lumière éteinte. C'est quand même curieux. Une ampoule grillée, le passage d'un train, le type qui se tue en manquant une marche alors qu'il avait 9 chances sur 10 de s'en tirer avec une bosse. Seul le hasard peut rassembler autant de coïncidences. S'il était resté dans sa chambre... Bon, ne vous dérangez pas et ne perdez pas votre temps ici. Allez plutôt voir cette chanteuse, la Mendoza.
Asseyez-vous, cher monsieur. Si j'en crois votre carte de visite, vous arrivez de mon pays. Et du Venezuela. Je suis argentine, monsieur Lombard. Ah. Ah, mi Buenos Aires. Comme il me manque. Pourquoi les quitter? Pourquoi suis-je venue dans cet affreux pays? Et pour nous donner l'occasion de vous applaudir. Et je me souviens de votre numéro au casino la saison dernière. Ah, où je chantais? Vous avez aimé? Et beaucoup, oui. Et figurez-vous qu'à cette époque, un de mes amis alla vous applaudir, accompagné d'une femme que je m'efforce de retrouver. L'amour. L'amour. J'adore les histoires d'amour. Oui, et là, ce n'est pas une histoire d'amour, mais une question de vie ou de mort pour mon ami. Ah, un mystère? J'adore les mystères. Et peut-être vous souvenez-vous de cette personne. Elle s'est levée pendant que vous chantiez. Ah, elle n'aimait pas mon numéro? Ça, j'ignore. Et autre détail, mon ami m'a dit que cette femme portait le même chapeau que vous. Ah si, je me rappelle. Cette créature qui a osé se lever pour montrer à toute la salle qu'elle portait le même chapeau que moi. Ah, si vous pensez que j'ai oublié, vous ne connaissez pas Mendoza. Mais pourquoi recherchez-vous cette femme, votre amie et vous? Eh bien, figurez-vous que mon ami doit prouver qu'il était avec elle ce soir-là. Seulement, il venait de la rencontrer, il ignore son nom et son adresse. Et c'est pourquoi nous remuons ciel et terre. J'aimerais vous aider, mais je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai jamais revue depuis. Mais avez-vous remarqué l'homme qui l'accompagnait? Non. Je me souviens que j'étais très furieuse. Si le régisseur ne m'avait pas retenue, je serais allée attendre cette personne à la sortie pour la mettre en pièces. Aussi, je suis allée chez la modiste qui m'avait fait ce chapeau. Devant toutes ses clientes, je lui ai dit: ah, c'est ainsi que vous m'avez vendu un modèle unique, une création. Et je lui ai jeté le chapeau à la figure. Ça devrait vous aider, je pense, non? Cette espèce de modiste doit savoir à qui elle a vendu l'autre chapeau. Magnifique! Et son adresse? Tenez, j'ai encore la facture qu'elle a eu le toupet de m'envoyer. $100. Oui. La voici. Ketisha. Prenez l'adresse. Ketisha. J'espère que vous retrouverez cette femme et que vous lui ferez des tas et des tas d'ennuis. Allô, Burgess? Je suis sur la bonne voie. Hein? Non, je sors de chez la modiste qui avait vendu le fameux chapeau. Oui, c'est la chanteuse qui m'avait donné son adresse. Alors maintenant, je sais qui est la deuxième cliente. Ça, vous n'avez pas besoin de me le dire. Savez-vous d'où je vous appelle? Un drugstore en bas de chez elle. Ok. Prenez place, monsieur Lombard. Vous désirez, paraît-il, me parler d'un certain Scott Anderson? En effet, Madame Douglas. Et j'ai le regret de vous informer que je ne connais pas ce monsieur. Il est actuellement dans la cellule des condamnés à mort. Et alors? Vous avez bien acheté un chapeau à une employée de la maison Ketisha. Possible. Vous aviez ce chapeau au mois de mai dernier, lorsque vous êtes allé au casino avec Scott Anderson. Vous avez passé la soirée avec lui sans connaître son nom, sans lui avoir dit le vôtre. Ah, vous vous trompez, monsieur Lombard. Ah. Je ne suis pas collé-monté, mais je ne sors pas avec n'importe qui. Vous avez cependant acheté un chapeau orange avec une plume. Ça ne signifie pas que j'ai accompagné ce monsieur Anderson au théâtre. Vous avez parlé du mois de mai. Oui. Quelle date? Le 20 mai, entre 8h et minuit. Le 20 mai. Laissez-moi consulter mon agenda. Je vous en prie. Je peux vous assurer que ce n'était pas moi. Je suis entré en clinique le 15 de ce mois pour y être opéré d'une appendicite et n'en suis ressorti que le 26. Voulez-vous voir la facture de la maison de santé? Non, je vous crois. C'est pourtant vous qui avez acheté ce chapeau. Oui. Alors qu'est-il devenu? Je ne l'ai mis qu'une seule fois, il ne m'allait pas. La veille du jour où je suis entré en clinique, une de mes amies qui était venue me voir l'aperçut et l'essaya. Il lui plut, je lui dis de l'emporter. Et qui est cet ami? J'ignore si je dois vous dire son nom. La vie d'un homme est en jeu. Est-elle responsable de sa condamnation? Non. Alors pourquoi la mêler à cette histoire? Le scandale et la perte d'une réputation peuvent, pour certaines femmes, équivaloir à la mort. À une mort lente. Et je me demande si ce n'est pas pire. Mais vous est-il indifférent qu'un innocent soit exécuté? Et cette femme est mon amie. Et l'homme ne m'est rien. Vous allez me dire le nom de cette femme. Dois-je appeler pour vous faire partir? Vous allez parler, sinon... Laissez ce revolver, monsieur Lombard.
Vous avez du cran, Madame Douglas. Je ne risque rien. On tue les gens pour les empêcher de parler et jamais pour les forcer à dire quelque chose. D'accord, vous avez gagné. Comme beaucoup d'hommes, vous croyez que la violence réussit toujours auprès des femmes, alors qu'il y a d'autres arguments. Je comprends. Quelle sorte de cadeau vous ferait plaisir? J'ai tellement de besoins. Je vois. Disons $100. La vie d'un ami ne vaut pas plus. 500. Comment s'écrit votre nom? Indiquez au porteur. Écrivez-moi le nom et l'adresse de votre ami. De cette fenêtre, on a une vue superbe. Oh, moi je trouve ce quartier affreux. Ah, voilà. Ce chèque est à vous, Madame Douglas. Voulez-vous vérifier si tout est correct? Inspecteur Burgess. Oui, ici Lombard. J'ai découvert la femme à qui appartenait le chapeau. Oui, elle a prétendu l'avoir donné à une amie dont elle m'a remis l'adresse. Cette adresse était fausse. Vous pourriez la faire parler. Je vous téléphone d'une pharmacie dans la 46e rue. Oui, cette Madame Douglas habite au 223. 223. Je vous attends. Ah, c'est ici. Pas de réponse. Votre Madame Douglas paraissait envolée. Je sais qu'elle est là. Pendant que je vous téléphonais, j'ai pas perdu l'immeuble de vue. D'ailleurs, tenez, on aperçoit de la lumière sous la porte. Attendez, j'ai mon passe-partout. Nous en aurons le cœur net. Personne. Ah, un soulier près de la fenêtre. Hein? Regardez dans la cour. Elle sera morte sur le coup. Une chute de plus de 100 mètres. Plus qu'à prévenir la police. Mais vous pensez que c'est ma visite? Je ne sais pas. Le drame est facile à reconstituer. Madame Douglas était à la fenêtre, elle s'est brusquement retournée pour une raison que nous ignorons. Le tapis a glissé sur le parquet ciré et la femme est tombée à la renverse en perdant un de ses souliers. Je ne m'explique pas pourquoi elle vous a donné une fausse adresse. Moi non plus. Mais surtout que cette adresse était à 2 pas d'ici. Elle aurait dû vous obliger à quitter New York pour avoir le temps d'encaisser le chèque. À moins qu'elle n'ait pensé pouvoir tirer une plus forte somme de l'autre femme, en l'avertissant que je la recherchais. Elle aura pu la prévenir pendant que je vous téléphonais. C'était notre dernière chance. Ne vous découragez pas, Lombard. Retournez voir Anderson pour essayer de découvrir un autre moyen de retrouver cette femme. Mon vieux Scott, je... Oui, Lombard, pas la peine de m'expliquer. Ouais. J'ai compris. J'ai tout tenté pour la retrouver. Mais je sais, laisse tomber, Jack. Maintenant, plus rien ne peut me sauver. Cesse de froisser ce paquet de cigarettes, veux-tu? C'est ma vieille manie, ça, hein? Tu te rappelles? Si j'allais chez un médecin ou un dentiste, je massacrais tout un magazine. Au théâtre, c'était les programmes. Tiens, le soir où je suis allé au casino avec elle, je me souviens de l'avoir fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu? Mais tu as jeté ce programme? Non, elle a voulu les conserver tous les deux. Là, je la revois même les mettre dans son sac. Mais il y a peut-être moyen d'en tirer parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais vraisemblablement, elle a toujours ses programmes chez elle. Sinon, elle les aurait jetés immédiatement. Et si nous pouvions l'amener à exhiber ce programme corné aux 4 coins, elle se trahirait. Oui, mais comment? Mais par une annonce. Il y a des gens qui collectionnent toutes sortes de choses, des timbres-poste, des jeux de cartes, des boîtes d'allumettes. Moi, je vais m'instituer collectionneur de programmes. Les journaux qui adorent les histoires de piquet vont parler de moi et diront que je les achète au plus haut prix. Mais pourquoi veux-tu qu'elle s'intéresse à ton offre?
Écoute, je reconnais que c'est aléatoire, mais nous avons une chance sur 1000 de réussir. Et je veux quand même risquer le coup. Jack. Ah, je ne sais comment te remercier, mon vieux. C'est l'heure. Au revoir, Scott. Et j'ai l'idée que nous allons réussir. Au revoir, Jack. Alors, toujours pas de résultat, Lombard? Non, inspecteur. Une foule de gens sont venus dans ce bureau me proposer une quantité de programmes. Mais il n'y en avait aucun du casino pour la semaine du 16 au 22 mai. Bon, j'étais insensé de croire que ça pouvait réussir. C'était une chance à ne pas négliger. Alors c'est pour ce soir? Oui, vers 11h. Pas moyen d'obtenir un délai? Son avocat a tout tenté. Le district attorney a répondu que rien ne motivait une remise d'exécution. C'est affreux. Mais je suis sûr qu'il est innocent. Moi aussi. Viendrez-vous tout à l'heure? Non, je n'aurai pas le courage d'affronter son regard. Lui qui comptait sur moi pour le tirer de là. Vous avez fait tout votre possible, n'est-ce pas? On vient encore vous proposer des programmes. Et c'est pourquoi, madame? C'est vrai que vous achetez les vieux programmes? Je vous laisse, Lombard. Oui. Au revoir, inspecteur. Et des vieux programmes, madame? Oui. Oui, mais ça dépend lesquels. 2 programmes du Regina. Ah, j'ai la collection complète. Vous n'avez rien d'autre? Si. Du casino-théâtre. Ça vous intéresse? Montrez. Semaine du 16 au 22 mai. Oui. Si vous en aviez 2, je pourrais vous en offrir plus. Bon, c'est que l'autre... Vous en avez un autre? Bah oui, il est abîmé. Faites voir. Ah. Qu'est-ce que vous avez? Vous allez venir tout de suite avec moi. Qu'est-ce qui vous prend? Vous me le demandez? Non, vous êtes monstrueuse. Et n'essayez pas de vous échapper. Depuis des semaines que je vous cherche. Mais laissez-moi! Mais enfin, vous n'avez pas le droit! Enfin, je préviendrai la police! Vous réclamez la police? Eh bien, nous allons y aller. Oh! Où est-ce que vous m'emmenez? Vous ne vous en doutez pas? Là où il est? Oui. Vous mériteriez la prison pour avoir laissé condamner un innocent. Quand il vous suffisait de vous présenter à la justice. Et c'est ce soir? Ah, maintenant que je vous tiens, ça ne sera pas ce soir. Allez, montez. Je souhaite que nous n'arrivions pas trop tard. Vous n'avez pas de cœur pour avoir agi de cette façon. Et ce qui m'a fait à moi, vous y avez pensé? J'étais une femme qui habitait une maison luxueuse, avec un mari aimant. J'avais de l'argent, de belles choses, la sécurité, quoi. La conviction que ça durerait toujours. Et j'ai été jetée à la rue à 4 heures du matin avec juste les vêtements que je portais. Puisque vous aviez tout perdu, rien ne vous empêchait plus de témoigner en sa faveur. Mon mari m'avait dit que si je déshonorais son nom en le mêlant à un scandale, il me ferait enfermer dans un asile. Non. Oh, il y serait arrivé, car il a de l'argent et beaucoup d'influence. C'est pas une excuse pour laisser un innocent aller à la mort. Oui, oh, c'est vrai. Mais je crois que je n'avais jamais vraiment pensé à lui avant ce soir. Quelle heure était-il quand vous l'avez rencontré au bar? 8h10. Et vous êtes prête à le dire? Mais oui, je le dirai. Et où allons-nous? Directement au pénitencier. L'exécution doit avoir lieu incessamment. Car enfin, nous sommes en pleine campagne. Si quelque chose venait à nous retarder, ne vaudrait-il pas mieux téléphoner? Ah, voilà tout à coup bien anxieuse. J'ai hâte de réparer le mal que j'ai fait, vous comprenez? Oh, est-ce que ma déposition suffira à le sauver? Bah, elle sera tout au moins suffisante pour retarder l'exécution. Le reste sera l'affaire des avocats. Pourquoi vous quittez la grande route? Ce raccourci nous fera gagner du temps. Enfin, en pleine nuit, dans cette forêt, vous ne craignez pas de vous perdre? Ne craignez rien, je connais la région. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Répondez. Descendez. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous dis de descendre. Allez, et maintenant avancez dans la lumière des phares. Non.
Allez. Non, je ne veux pas. Non, non, je vous dirai tout. Non, je vous le promets. Et justement, je fais le nécessaire pour que vous ne disiez rien. Non, mais je me tairai, je vous le jure. Lâchez ce revolver. Je vous arrête pour le meurtre de Marcella Anderson. Voyez, il n'y est plus permis, Richman. Anderson est sauvé. J'avais si peur que vous n'arriviez pas à temps. Ah, c'est ce qui serait arrivé si on s'était contenté de vous suivre. Lombard roulait à tombeau ouvert. Mais où est-ce que vous étiez donc? Avec vous, caché dans la malle arrière. J'ai tout entendu. Allez, vous autres, ne perdez pas de temps. Remontez dans la voiture et foncez jusqu'au téléphone le plus proche. Appelez le bureau du district d'Attorney. Dites-leur que je viens d'arrêter le nommé Lombard, qui a tout avoué. J'ai rien avoué. Vous n'avez pas la moindre preuve. Quelle preuve de plus me faut-il? Je viens de vous surprendre sur le point d'assassiner une jeune fille. Quelle raison aviez-vous de la tuer, sinon de la réduire au silence? Un coup de main, chef? Oui, occupez-vous de cette jeune fille. Elle vient de subir une rude épreuve. Qui est-ce? Carole Richman, la fiancée d'Anderson. Vous pouvez dire qu'elle a du cran. Et dépêchez-vous! Moi, je me charge du gars. Alors, Anderson, comment vous sentez-vous? Comme quelqu'un qui revient de loin. Je ne pensais jamais retrouver mon appartement et Carole. Moi, je n'ai jamais désespéré. Ah, c'est vrai, Miss Richman n'a jamais douté du succès. Ah, je lui dois tant. Lombard a signé ses aveux. Ah? Ça paraît vous surprendre? Oui. J'avais peine à le croire coupable. Les derniers temps, n'aviez-vous pas remarqué que votre femme sortait beaucoup? Si, mais je n'y attache aucune importance. Oh, je peux vous dire que cette liaison était à sens unique. Madame Anderson était de ces femmes qui prennent plaisir à séduire les hommes sans avoir l'intention d'aller plus loin. C'est un jeu inoffensif avec 9 hommes sur 10, mais dangereux avec le 10e. Et Lombard, qui n'avait aucune expérience des femmes, était ce 10e homme. C'est pour vivre au Venezuela avec elle qu'il signa ce contrat de 5 ans. Elle lui avait promis de divorcer pour se remarier avec lui. Mais pourquoi jouait-elle cette comédie? Dans son esprit, c'était un moyen de vous rendre la monnaie de votre pièce, je suppose. Le soir où vous êtes disputés, il attendait pour l'emmener avec ses bagages sur le palier du dessus. Il a surpris votre querelle. Tout de suite après votre départ, il sonna. Votre femme vint lui ouvrir. Quand il lui demanda si ses valises étaient prêtes, elle se mit à rire. Il lui demanda s'il avait sérieusement cru qu'elle le suivrait en Amérique du Sud. C'est ce qui détermina le drame. Votre cravate était par terre, Lombard l'avait machinalement ramassée, elle était entre ses mains, quand la rage le saisit. Je le comprends un peu. Moi aussi, mais la suite n'a pas d'excuse. Car Lombard mit tout en œuvre pour que son meilleur ami expie à sa place. Mais pour quelle raison? Il pensa que Marcella n'avait jamais cessé de vous aimer. Il chercha donc à se venger de vous. Il se lança à votre poursuite. Vous lui aviez dit que vous iriez au casino. Caché dans la foule, il vous vit descendre du taxi dont il nota le numéro. Il aperçut la femme au chapeau orange et comprit toute l'importance que celle-ci avait pour vous et pour lui. Il prit une place au promenoir et vous épia pendant toute la soirée. À la sortie, il vous suivit et vous vit déposer votre compagne chez Anselmo. Et son bateau? Il préféra le laisser partir, sachant qu'il pourrait le rattraper par avion à la Havane. Il bavarda avec le barman et apprit que vous aviez rencontré là, quelques heures plus tôt, la mystérieuse inconnue. Mais je vous ennuie peut-être de vous raconter tout cela par le détail. Non, au contraire, continuez. Combien voulez-vous pour oublier que cette femme a rencontré un gars ici, même si c'est la police qui vous interroge, demanda-t-il au barman. Pour le décider, il lui montra un billet de $1000 et le menaça au cas où il parlerait. Vous connaissez Lombard, son accent ne trompait pas. La femme sortit, il la suivit. Elle flâna dans les rues désertes pendant plusieurs heures avant d'entrer dans un hôtel où elle prit une chambre pour la nuit. Lombard en loua une autre, sous un nom d'emprunt, en ayant soin de repérer le numéro de la pièce occupée par l'inconnu. Pour quelle raison? Plutôt que d'acheter son silence, il allait se l'assurer par la mort. Il attendit plusieurs heures avant d'agir, en raison d'allées et venues dans les couloirs. Quand il put entrer dans la chambre sans être aperçu, la femme n'était plus là. Au bureau, on lui apprit qu'elle était partie. Pour lui aussi, l'inconnu devenait un fantôme. Le danger demeurait donc entier, car la femme pouvait reparaître, se manifester en votre faveur. Lombard passa la journée suivante à s'assurer le silence d'autres témoins et à rechercher la femme. Il dut finalement quitter New York avec cette menace suspendue au-dessus de sa tête. Voilà pourquoi il répondit si vite à votre appel. Grâce à vous, il allait pouvoir la rechercher ouvertement. Oui. Mais quand vous êtes venu dans ma cellule, vous le suspectiez déjà? Je fis établir une petite enquête à son sujet. J'appris qu'il avait manqué son bateau, qu'il avait retenu 2 places. Or, il était célibataire. Et vous ne m'avez rien laissé deviner. Oh, si je m'étais confié à vous, vous n'auriez pas partagé mes soupçons et peut-être que l'amitié vous aurait incité à le mettre au courant.
J'ai donc préféré me servir de vous sans vous laisser voir le but que je visais. Est-ce que Lombard était pour quelque chose dans les accidents étranges qui se produisirent au moment où vous étiez sur le point d'arriver à un résultat? Non, bien sûr. Commençons par l'aveugle. Lombard le quitta sous le prétexte de me téléphoner. Il savait que l'homme chercherait à s'enfuir. Il se cacha donc sur le palier du dessous en ayant soin de dévisser la lampe. Le mendiant descendit précipitamment, et Lombard le fit basculer dans le vide. Comme l'homme avait seulement perdu connaissance, il força sur les vertèbres du cou pour les rompre. Il sortit ensuite pour me téléphoner. Cette mort, accidentelle en apparence, renforça mes soupçons. Faute de preuves, je fis l'idiot. Et Madame Douglas? Lombard se montra encore plus habile. Quand il eut fini de rédiger le chèque, il se dirigea vers la fenêtre et attira la femme. Pendant qu'elle examinait le papier, il la poussa. Oh, ce crime est abominable. Oui, mais difficile à prouver devant un jury. Même si j'étais parvenu à le faire condamner pour ce meurtre, on n'aurait pas nécessairement conclu qu'il avait tué votre femme. Je continuais donc à faire l'idiot. J'incitais Lombard à commettre une nouvelle tentative, tout en le surveillant. Pourquoi avoir choisi Carole? C'est Miss Richmond qui l'a exigé. J'avais quelqu'un sous la main. Oh, une mercenaire risquait de gâcher notre dernière chance. Il est étrange que la véritable femme ne se soit jamais manifestée. Elle n'a pas cherché à se cacher. Auriez-vous retrouvé sa trace? Oui, depuis un certain temps. Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas... Je connais son identité. Elle est morte? Pratiquement. Expliquez-vous. Elle est dans un asile. Son cas est incurable. Plusieurs fois, je suis allé la voir, elle ne se rappelle rien. En raison de son état, son témoignage était sans valeur. Il me fallait donc amener Lombard à se trahir en le mettant en présence d'une femme qui prétendait être celle qu'il cherchait. Et depuis combien de temps est-elle... On l'a internée quelques jours après votre arrestation. Et comment l'avez-vous retrouvée? Mes hommes remarquèrent le fameux chapeau dans la boutique d'un brocanteur. Ils firent une enquête et découvrirent la famille. J'appris ainsi qu'elle avait l'habitude de ce genre de fugue. Son mari m'a remis sa photo. Ah oui, je la reconnais. Cette photo nous aida à maquiller Miss Richmond. Une vague ressemblance suffisait, car Lombard n'avait vu la femme que de loin, de dos, la plupart du temps. Comment s'appelle-t-elle? Ne lui dites pas, inspecteur. Non, je ne veux pas qu'elle nous suive. Il ne faut pas de fantôme avec nous. Miss Richmond a raison. Oubliez cette femme. Oui. Je me demande s'il n'y a pas un enseignement à tirer de toute cette aventure. Oh si. Quand on n'est pas plus physionomiste que vous, Anderson, on n'emmène pas une inconnue au théâtre. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Récemment paru dans la collection Le Masque, Le portrait dans la vitrine par Robert Velleru est un de ces romans bien faits et en apparence tranquilles dont on se demande, et c'est là leur attrait, jusqu'où et par quel chemin l'auteur compte emmener son lecteur. Il commence en effet très simplement. Un jeune détective, Hervé Dormière, dont l'agence de renseignement ne bat que d'une aile, flâne dans Nice. Il a repéré chez un antiquaire un beau chaudron de cuivre que ses moyens l'empêchent d'acquérir, mais qui exerce sur lui la fascination douloureuse des objets vainement convoités. Or, tandis qu'il l'admire une fois de plus, un autre flâneur s'est également arrêté devant la vitrine, attiré, lui, par un portrait tout récemment exposé. C'est le portrait d'un homme d'âge moyen, assis dans un jardin sous une pergola en fleurs. Très influencé par Renoir, le portrait, bien qu'intéressant, est sans valeur. Mais son admirateur se présente à Hervé Dormière. Il est maroquinier, se nomme Hector Delvaux, et il est sujet à des crises d'amnésie. Il ne sait, en sortant de ces crises, ce qui lui est arrivé. Et voici que le portrait lui a causé une sorte de choc et lui rappelle quelque chose qu'il ne peut préciser. Il aimerait se renseigner sur ce portrait, savoir d'où il vient, qui il représente et, au besoin, l'acquérir. Conscient de son état, il n'ose interroger lui-même le marchand. Hervé pourrait-il se substituer à lui et, au besoin, faire une offre? Il irait jusqu'à 25 000 francs. Puis, s'excusant de n'avoir sur lui que 18 000 francs, il les remet en acompte et donne rendez-vous à Hervé dans son agence le lendemain à 10 heures.
Ensuite, en proie à un début de migraine, il se retire. Mais quand Hervé, pénétrant chez l'antiquaire, commence à s'enquérir du portrait, il apprend que celui-ci vient d'être vendu. Il s'apprête donc le lendemain à rendre les 18 000 francs à Hector Delvaux. Mais le maroquinier ne vient pas au rendez-vous. 2 jours après, sans nouvelles, il se rend au magasin, et là, Madame Delvaux, bouleversée, lui apprend que son mari a disparu, mais refuse néanmoins, du moins provisoirement, d'avertir la police. Très intrigué, Hervé Dormière va tenter d'élucider ce mystère qui l'entraîne dans une ténébreuse histoire de famille qui frôle un drame. Et le plus original de l'aventure, c'est que si le lecteur en connaît la conclusion, le jeune détective l'ignorera toujours. Le portrait dans la vitrine par Robert Velleru est publié aux éditions Le Masque. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Une balle signée X nous offre une forme très curieuse de suspense. L'angoisse qui naît des images vient d'ailleurs beaucoup plus du sujet lui-même que de la mise en scène qui est simplement correcte et ne vise pas à l'effet. Voici dans ces grandes lignes l'histoire. Nous sommes dans le Far West, à Landsberg, à l'époque héroïque. Un homme nommé John Gant est connu comme le tueur le plus redoutable de tout l'État et le plus diabolique. En effet, sa manière d'opérer ne ressemble en rien à celle des tueurs à gages ordinaires. Il sème la terreur dans une région par sa seule présence, personne ne sachant qui exactement il vient exécuter. Et comme il n'existe point de citoyens ayant la conscience parfaitement tranquille, autant dire que toute la ville tremble. En outre, John Gant ne tire presque jamais, ou, quand il y est contraint, il est assez habile pour obliger son adversaire à se découvrir et à tirer le premier. Gant se met ainsi en état de légitime défense. Généralement, le ou les coupables se suicident ou s'entretuent. On voit combien ce sujet offre de possibilités à un metteur en scène qui a le goût du mystère et du suspense. Jack Arnold, qui a réalisé Une balle signée X, a eu cette astuce supplémentaire de confier le rôle de John Gant à Audie Murphy, qui a une véritable figure d'ange. Le personnage prend ainsi un relief extraordinaire et parvient à un degré de tension peu commune. À sa manière, ce film pose en somme une énigme policière, car le spectateur ignore lui aussi qui John Gant est venu abattre, et il y a beaucoup de suspects. Le dénouement est dans la bonne tradition policière, c'est-à-dire que l'auteur pointe finalement le doigt sur quelqu'un à qui on ne pensait pas. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fantôme à prendre de William Irish dans une adaptation radiophonique de Serge Douai avec André Rébaz dans le rôle de Scott Anderson et Bernadette Lange, Jean Bollot, Nicole Verville, Gaëtan Jor, Philippe Mareuil, Yves Duchâteau, Philippe Dumas, Georges Carnier, Henri Labussière, Marie-Jeanne Gardien et Laurence Weber. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.